Bonjour à tous, donc, je suis Jérôme Urvoas, je suis ravi de revenir à Niort. J'avais déjà la chance d'être sur scène, on n'était pas au même endroit. Cette année, mon intention c'est de venir partager avec vous à la fois donc, des apports rapides sur la permaculture humaine, mais beaucoup plus intéressant pour moi, comment utiliser cette philosophie. Pour moi c'est une philosophie donc, pour construire des transitions agiles plus durables, plus respectueuses des personnes. Voilà, c'est ce que je vais essayer de partager avec vous sur les 50 prochaines minutes. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est d'applaudir très très fort à la fois les sponsors et les hommes et les femmes en rouge qui permettent l'organisation de cet événement. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Je commence toujours par des devinettes. Léonard de Vinci, on a une gagnante au premier rang. Alors, pourquoi je vous parle de Léonard de Vinci? Pourquoi je commence avec Léonard de Vinci? C'est un homme que je trouve admirable. J'ai nommé mon dernier fils Léo pour Léonard. Les deux grands m'ont dit que si je l'appelais Léonard dans la cour de récréation, ça allait faire Léonard le... Donc on s'est arrêté là, on est parti sur Léo. La citation que j'aime beaucoup, c'est « L'homme ne trouvera jamais une invention plus belle, plus simple ou plus directe que la nature, car de ses inventions, rien ne manque et rien n'est excessif. C'est là qu'est notre futur. » Si on s'intéresse à la vie de Léonard de Vinci, un grand nombre de ses inventions, de ses avancées, sont nées de l'observation de la nature. De quoi je vais vous parler donc, sur les 3 quarts d'heure qui nous restent? Alors bien sûr de permaculture humaine, donc j'ai partagé très rapidement quelques concepts, je vais parler de transition agile, mais surtout je vais partager avec vous des expériences qu'on a menées donc, sur les 15 dernières années. Je finirai par une invitation. Donc qui je suis? Je suis Jérôme Urvoas, moi je suis coach interne, je suis même responsable d'une petite équipe de coachs, alors pas que agile. Donc, bien sûr, on épaule nos équipes donc, dans la mise en place de l'agilité, mais progressivement on est allé sur du coaching professionnel. Pourquoi toujours avec cette dimension donc, durable? Alors plutôt que vous faire dans mon CV, ce que je propose c'est de partager un certain nombre de convictions que j'ai et qui m'animent. Moi je crois que dans chaque être humain, dans chaque équipe, il y a un potentiel qui peut être développé. Je crois au pouvoir de la rencontre et de l'ouverture. Pour peu qu'on fasse preuve d'ouverture, qu'on aille à la rencontre des autres, il y a un changement qui devient possible. J'appelle ça l'altérité, c'est-à-dire le fait donc, de s'inspirer des autres. Si on met tout ça ensemble avec plusieurs individus, on va parler d'intelligence collective, et tout ça, pour moi, ça permet d'avoir un changement durable. Où est-ce que je travaille? C'est une vraie photo. Hein. Donc chez Lectra. Qui dans la salle connaît Lectra? Il y en a quelques-uns. Si j'interroge quelqu'un, qu'est-ce que tu sais sur Lectra? Ouais. Ouais. Alors effectivement, donc on fait des... Je vais parler de solutions technologiques. Donc, on voit souvent la partie machine, mais également donc, la partie logicielle. Donc, une société française qui est née il y a 50 ans, on est leader mondial sur notre marché, donc on fait de la découpe et des solutions technologiques pour tout ce qui est matériaux souples. Donc, on travaille pour 3 marchés. Est-ce que vous savez quels sont les 3 grands marchés qui utilisent des matériaux souples, c'est-à-dire les tissus? Alors, l'automobile, ouais. Qui est venu en voiture ce matin? Beaucoup de monde, ouais. Ben, dans votre voiture, il y a plus d'une chance sur 2 que votre airbag ait été coupé avec une machine Lectra. On a la moitié du marché mondial. Alors, il y en a qui n'ont pas levé la main. Qui a des habits sur lui? C'est bizarre, personne ne lève la main pourtant. Hein. Donc oui, tout le monde. Alors, il y a énormément de fabricants de vêtements. Il y a aujourd'hui plus d'un vêtement sur 4 qui implique donc, dans sa conception, dans sa réalisation, donc, que ce soit des logiciels ou des machines. Donc on est leader mondial. Le 3e marché, c'est l'ameublement, donc tout ce qui est canapé et autres. Donc on fait des machines. Alors laser, c'est une niche, c'est pour tout ce qui est airbag. On fait la découpe mécanique, essentiellement. Donc 2500 personnes, en termes de chiffre d'affaires, 550 millions donc, projetés cette année.
Notre gros centre de R&D, il est à Cestas, donc à côté de Bordeaux, mais on a des R&D un peu partout dans le monde. Voilà, ça c'était pour la partie autopromo. Qu'est-ce que vous voyez? Des richesses? Une richesse, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Mince, je ne pensais pas que la question était aussi dure. De l'harmonie. De l'harmonie. Oui, j'ai entendu. Un oiseau. Ah, il est où? Ouais. Ouais. Mais il y a très certainement des oiseaux qui sont couchés. Donc, c'est on va dire, c'est un paysage de jungle. Donc, je vous ai mis en haut à droite un indice. Donc, pour moi, ça représente, alors c'est une métaphore, l'entreprise. Donc, je vois un écosystème vivant. Donc, vivant et qui répond à un certain nombre de règles. Donc, on va parler en termes de comportement de culture d'entreprise. Et dans la culture d'entreprise, on retrouve tout un ensemble de choses qui peuvent la façonner. Alors, il y a des choses qui sont visibles. C'est les organisations, c'est les métiers, c'est les rôles. Il y a plein de choses qui sont invisibles, comme tout ce qui est valeur, tout ce qui est histoire, les croyances. Donc tout ça, ça constitue quelque chose qui est vivant, quelque chose qui est complexe. Et pour moi, en termes de transformation, on ne peut pas l'appréhender d'une façon donc, classique et d'une façon simplifiée. Alors, ouais, normalement, il y en a un qui me le dit, mais vous l'avez vu, quoi. Bravo, on peut l'applaudir. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, donc la proposition, c'est parfois l'entreprise, c'est la loi de la jungle. Donc oui, en tout cas, alors, je ne dis pas que c'est les plus forts qui survivent, mais en tout cas, effectivement, il y a une forme de complexité à évoluer dans cet univers. Alors, oui, donc l'entreprise, c'est quelque chose de vivant. Et j'en arrive au propos, donc c'est à la partie transformation. Comme tout ce qui est vivant, vous pouvez essayer d'amener donc un changement. Et si je fais un parallèle donc, avec tout ce qui est agriculture, vous pouvez faire de l'agriculture intensive. Vous rasez tout, ou vous brûlez, hein, si on est dans l'Amazonie, et après vous pouvez faire repousser donc, des choses. Par contre, c'est des écosystèmes qui très rapidement s'appauvrissent. Si je fais un parallèle, et c'est le début d'invitation de la conférence, je reviendrai dessus à la fin, c'est si vous faites une transformation agile en ne tenant pas compte de l'écosystème, en disant, alors au hasard, je pourrais prendre d'autres frameworks, mais SAFe, c'est très connu, vous faites du SAFe et vous le déroulez donc, de façon bête et méchante, sans tenir compte des ressources de l'écosystème, mais rapidement, le système va s'appauvrir. Donc, la transformation, la première invitation, c'est considérer que vous avez en face de vous un écosystème vivant, fragile, et donc d'appréhender la transformation de cette façon-là. Alors, comment construire un changement plus durable sur quelque chose qui est vivant? Je vous ai parlé de Léonard de Vinci. L'idée, c'est de se tourner donc, vers la nature. La notion de biomimétisme. Qui connaît le concept de biomimétisme dans la salle? Plein de personnes. Est-ce que tu voudrais partager avec nous ta représentation du biomimétisme? Alors, elle est en train d'écrire au premier rang. Oui, non, c'est moi. C'est comment, à partir de nos observations de la nature et de son fonctionnement, on peut essayer de réutiliser des mécaniques, des façons de faire en fait, avec nos technologies. Oui, c'est exactement ça, effectivement. Partir de l'observation de la nature et voir ce qui peut être transposé, reproduit, donc, alors, sur une invention, mais là, en l'occurrence, sur une organisation humaine. Donc, s'inspirer de la nature, donc regarder ce qui se passe donc, autour de nous. La deuxième chose, c'est tenir compte de la nature de l'homme. Chaque individu, chaque équipe est spécifique. De la même façon que dans la nature, chaque plante est spécifique. Tenir compte de la nature spécifique de chaque environnement. Quand vous faites de la permaculture agricole, et j'en dirai deux mots, en fonction du terrain, en fonction du climat, vous n'allez pas forcément, c'est pas la même chose qui va pousser. Donc il est nécessaire de tenir compte de la nature spécifique de l'environnement. Et l'invitation, c'est construire un mode de fonctionnement qui soit plus naturel, c'est-à-dire qui à la fois donc, épouse la spécificité de l'homme et de la nature. Je continue les devinettes. Est-ce que vous avez une idée de où est prise cette photo? Où est-ce qu'on se situe? Sur Terre. Je valide. Plus précisément. Alors Méditerranée, non. On va prendre de l'autre côté de la Méditerranée.
Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la Terre? Alors, Océanie, on se rapproche. Presque. Australie. Tasmanie, on a un surfeur. Non, alors je dis ça parce que la première fois que j'ai donné la conférence, il y a un gars qui m'a même donné le nom de la plage. C'est un spot de surf. Et donc effectivement, c'est en Tasmanie. Donc pourquoi cette photo? Parce que c'est là où est née la permaculture. Alors, c'est deux messieurs, je vais vous raconter rapidement l'histoire. Mais pour situer on va dire la date de départ donc, de cette initiative autour de la permaculture, à votre avis, quand est-ce que ce monsieur, Bill Mollison, a commencé à théoriser cette notion de permaculture? Un indice, c'est mon année de naissance. Là. 75? Ah, t'es gentil. 65, toi t'es méchant. 70, 68. Ah, on se rapproche. Non, 73 Alors, on y est presque. 74, voilà, je suis un bébé de la crise. Donc 74. Donc vous voyez, c'est pas nouveau comme concept. Donc on en parle beaucoup depuis une dizaine d'années autour de la notion de permaculture agricole, mais c'est toute une philosophie qui va derrière. Donc c'est ce monsieur, Bill Mollison, donc, qui vivait en Tasmanie. Il a un parcours de vie incroyable, hein. C'est donc un monsieur autodidacte, et il vivait dans un petit village, une petite ville, c'était pas un village, une petite ville un petit peu retirée, mais qui était autosuffisante. Donc avec des artisans qui produisaient donc les vêtements, tous les denrées agricoles étaient produites, il n'y avait pas de souci. Et il s'est passé un truc dans les années 60, avec une très forte industrialisation, ben, les usines locales ont fermé. Et il y a des choses qui sont, enfin, des usines qui sont retrouvées sur sur l'île, un peu plus loin, ou sur le continent, avec des logiques d'approvisionnement, donc des circuits logistiques qui sont mis en place, des camions, et des ruptures d'approvisionnement. Alors que jusque-là, tout allait bien. Donc une forme de paradoxe. Et donc, ce monsieur, donc, face à l'absurdité de la situation, a commencé à faire un certain nombre d'expérimentations et a poussé donc, le fait de revenir à une autosuffisance, à quelque chose de local, à quelque chose de plus respectueux de la nature. Et donc, avec un de ses disciples, donc quelqu'un de plus jeune avec qui il a travaillé, avec David Holmgren, ils ont théorisé ça donc, dans un ouvrage. Ils ont posé donc, les concepts de la permaculture. Donc les concepts de la permaculture, il y a 3 piliers qui sont très simples. Le premier, c'est prendre soin de la terre. C'est pas faire n'importe quoi avec les ressources de la terre. La deuxième des choses, c'est prendre soin des personnes. Donc tenir compte de la vie donc, des personnes. Et la troisième dimension, c'est partager donc, équitablement. La dernière mention d'équitablement, il y a aussi une notion de produire donc, ce que l'on a besoin et le partager de façon équitable. Donc c'est assez simple, hein. Donc toute la philosophie de la permaculture repose sur ces 3 piliers, ces 3 concepts. Alors vous allez me dire, Jérôme, t'es bien mignon, mais prendre soin de la terre, partager équitablement, prendre soin des personnes en entreprise. Alors, je ne sais pas si vous travaillez dans des petites ou des grosses entreprises, mais dans les grosses entreprises, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pense à un discours qui aurait pu faire rire donc, certains dirigeants. Sauf que je pense que ça n'aura échappé à personne. Il y a quelque chose qui a changé d'un point de vue sociétal donc depuis une dizaine d'années. Ça a été renforcé avec la crise Covid qu'on a connue, la montée de tout ce qui est politique RSE, avec un certain nombre d'obligations légales. Et je vous parlais de mouvement sociétal, mais aujourd'hui, les collaborateurs donc, au sein des entreprises sont en attente d'avoir un shift donc, en termes de modèle de production, d'aller vers des choses qui sont un peu plus respectueuses. Donc pour moi, il y a une maturité donc, qui est en train de monter. Il y a une pression à la fois sociétale et également politique. Donc, il y a une notion de DURT, de documents qui sont devenus obligatoires, avec tout un ensemble de règles à respecter donc, en entreprise. Les pressions des actionnaires également. Donc, les actionnaires des entreprises demandent à ce qu'il y ait une politique RSE au niveau des entreprises. Donc, pour moi, c'est ça qui fait que ce type d'approche aujourd'hui est totalement donc, pertinent. Et je pense qu'il y a 10 ans, ça aurait été vraiment galère, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une fenêtre. Alors, comment changer? Donc, voilà. L'ambition, c'est peut-être, en tout cas moi, c'est mon ambition donc depuis une quinzaine d'années donc au sein de mon entreprise. Comment amener des modes de collaboration plus respectueux, plus durables, des modes de production moi, je suis convaincu que ça passe, le démarrage en tout cas commence par soi. Alors, seul, on ne peut pas y arriver. Par contre, on a une capacité à pouvoir impulser quelque chose.
et soit à travers les interactions qu'on peut avoir avec d'autres personnes, une capacité donc à faire tâche et à grandir donc au fur et à mesure, à essaimer. En changeant une première personne, en tout cas en ayant une conversation, en ayant une altérité, la possibilité de changer une personne, puis une autre, pour toucher l'équipe, l'entreprise et finalement le monde. Alors c'est une vue simplifiée, on est sur quelque chose qui est systémique. Bien sûr qu'une personne seule avec ses petits bras n'a pas la capacité à changer donc un système. Mais en commençant par soi, on peut créer, on peut impulser quelque chose et ça peut à un moment résonner. Alors une grande partie de ce que je vous ai dit, notamment la partie théorique, qui est issue de cet excellent bouquin. C'est un bouquin de Bernard Alonso et Cécile Guillochon sur la permaculture humaine. C'est un bouquin que j'ai découvert il y a quelques années et j'ai trouvé particulièrement inspirant. Alors bien sûr, ça résonnait par rapport à ma pratique. Il y a des choses que je mettais déjà en œuvre, mais voilà, j'ai trouvé énormément de sens sur cette partie-là. Je vous ai parlé de 3 piliers, mais il y a 12 principes donc, qui vont avec. Donc, ça résonne par rapport à l'agilité. L'agilité, on a 4 valeurs, 12 principes. Là, il y a 3 piliers et il y a 12 valeurs. Et quand je vous dis que ça résonne, il y a plein de choses qu'on va retrouver en commun. On a réagir au changement de façon créative. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve donc, dans l'agilité. Observer et interagir, donc les boucles de rétroaction qu'on peut retrouver sur la plupart des frameworks agiles. Obtenir une récolte, une production de richesse, la notion de valeur. Appliquer l'autorégulation et accepter les réactions. Vraiment cette notion de rétrospective et d'ajustement. J'aurais pu mettre utiliser et valoriser les ressources et les actions renouvelables, éviter la production de déchets, c'est tout ce qui est tenu donc, du backlog. Intégrer plutôt que séparer. Donc, vraiment avoir une notion de produire de la valeur de bout en bout, plutôt que de rentrer dans un schéma productiviste, alors, sans pousser jusqu'à la taylorisation ou aller vers une spécialisation donc, des rôles. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver, des points communs qu'on a entre les deux. Et ce que j'ai trouvé intéressant en termes de prise de recul, c'est que la permaculture humaine amène d'autres choses. Alors, on peut les retrouver dans certains contextes agiles, mais moins naturellement. Donc, concevoir le design d'ensemble avant d'en venir aux détails. Alors, moi, j'ai commencé l'agilité m'y a intéressé il y a un peu plus de 15 ans, mais à l'époque, on faisait la chasse au big design. Il ne fallait pas concevoir, donc plus concevoir du jour au lendemain de système, d'avoir une organisation donc, globale. L'idée, c'était vraiment la notion d'architecture incrémentale. On en est revenu donc, progressivement. L'idée, c'est d'avoir un mix entre les deux. Mais la nécessité de se poser, de voir comment on va concevoir son écosystème, donc son organisation. Adopter des solutions modestes et lentes. Cette notion de frugal. Maintenant, on va parler d'agilité frugale, mais qui n'était pas forcément existante donc, au début. Favoriser la biodiversité. Bon, donc, des gens qui pensent différemment donc, au sein des équipes. Alors, ça veut dire, y compris des gens qui ne sont pas OK avec l'agilité. Repérer et valoriser les effets bordure. Ce truc-là, il est génial et je reviendrai dessus, donc en termes de transformation. Donc ça, c'est les 12 principes. Ça, c'est d'un point de vue donc, principes généraux. Il y a 12 autres principes pour tout ce qui est collectif. Donc, formuler clairement, hop là. Donc, il y a des choses qu'on va retrouver, énormément de choses qu'on va retrouver donc, dans le fonctionnement agile. Alors, ça fait pleinement sens, hein, puisqu'en termes d'agilité, une des composantes, c'est qu'il y a un collectif. Donc, on va retrouver plein de choses. Formuler clairement intention commune du groupe, c'est la vision, c'est l'objectif commun. Passer du jeu au nous. C'est vraiment voir la partie donc, équipe, être vrai et authentique, féliciter les membres de l'équipe, écouter, se sentir écouté, instaurer un climat de confiance, prendre des décisions par consentement. Tous les rituels que l'on a, ces espaces de délibération, ils sont l'occasion de prendre des décisions ensemble, évidemment par consentement, quand c'est possible. Favoriser les sessions courtes et fréquentes et célébrer la vie du groupe, entretenir la joie. Alors, bien sûr, donc tout de suite, quand j'ai lu le bouquin, j'ai dit oui, c'est la même chose. Et là, même chose que tout à l'heure, je me suis intéressé à ce qui n'était pas naturel ou moins présent donc, pour moi dans les environnements agiles. Faire connaissance en évaluant le potentiel de l'équipe. Je reviendrai également sur cette notion, mais c'est juste de prendre le temps. Quel est le terreau que j'ai à disposition? Qu'est-ce qui est déjà présent au niveau de l'organisation qui va me servir à nourrir donc, mon organisation? Développer la communication donc, non verbale, alors, même s'il y a beaucoup d'équipes agiles donc, qui mettent ça en place, et pratiquer le détachement. Alors,
Ça, c'est carrément contre-intuitif, hein. Parce qu'il y a un truc qu'on retrouve souvent donc, quand on met en place de l'agilité, c'est vous avez des gens très passionnés et des deux côtés. Surtout quand vous mettez en place donc, une transformation. C'est rapidement, ça peut être clivé. Et donc là, c'est une invitation à se détacher donc, de ça. J'en viens au propos. Donc là, je vous ai pas rapidement donc, les concepts. Je mettrai à disposition l'ensemble des supports, hein. Via les réseaux sociaux, vous pourrez les récupérer. Derrière ces concepts et ces principes, il y a un petit outil qui est proposé, un petit framework, donc pour bâtir donc une transformation. Et là, je vais basculer de transformation à transition. Quelle différence je fais entre les deux? Mais une transition, pour moi, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus smooth, quelque chose où on prend le temps, quelque chose où on est à l'écoute donc, des personnes, quelque chose où on est respectueux donc, du système. Donc ce petit framework qui s'appelle OBREDIM, c'est l'acronyme. Et je vous propose ensemble donc, de balayer les différentes étapes et d'essayer de les illustrer à travers des choses qu'on a pu mettre en place. Le O, c'est pour observation. Donc la première invitation, et c'est contre-intuitif, hein, quand on va mettre en place donc, une transformation agile, tout de suite, donc, on appelle donc, des consultants. Il y a ce que décrivait Alexis, le sentiment d'urgence. C'est urgent, on va tous mourir si on ne se transforme pas. Et du coup, une injonction à aller rapidement. Donc, observer, c'est-à-dire prendre le temps. Ça veut dire d'être à l'écoute du système, c'est-à-dire à l'écoute des gens, à l'écoute de l'organisation, et une écoute active, sans chercher de solution. Alors là, je peux apparaître comme donneur de leçons, hein, mais moi, il y a 15 ans, j'arrivais donc au niveau d'une équipe, tout de suite, je voyais des trucs, je faisais des interviews, et j'avais 10 000 idées. Il y a ce que décrivait Alexis. C'est en termes d'écoute, quand tout de suite les solutions elles arrivent en tête, vous n'écoutez plus. Donc, si je le traduis donc en termes d'intervention, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à chaque fois que c'est possible, mais sur les premières semaines, je vais m'installer donc au niveau de l'équipe. J'essaie de faire ça donc en décalé. C'est même avant d'intervenir. Souvent, on est sollicité donc en avance de phase, mais je vais m'installer donc au milieu de l'équipe pour m'imprégner de ce qui se passe donc au quotidien. Alors avec l'autorisation de l'équipe, sans chercher à interagir. Et après, progressivement, bien sûr, donc, poser des questions, repérer ce qui se passe, mais être réellement dans cette notion d'écoute active. Prendre le temps. Et ce n'est pas la même chose que quand vous arrivez, vous sortez, donc, alors, même si vous ne sortez pas questionnaire, vous interrogez directement donc, les gens, vous n'allez pas avoir la même relation, vous n'allez pas avoir les mêmes choses. Donc c'est observer, vivre et ressentir le quotidien de l'équipe en s'installant tout simplement avec elle. La petite référence que j'utilise, je ne vous ferai pas une présentation sur cette partie-là, c'est la théorie U. Mais la théorie U, c'est en termes de changement, l'idée c'est de suspendre donc, l'action, le jugement et autres pour descendre à un niveau de conscience où il y a une transformation qui va être possible. Bordure. C'est le truc pour moi à retenir donc, de cette conférence. Bordure, c'est identifier les zones proches, sources de nouveautés et de créativité. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Un joli jardin, ouais. Différents écosystèmes. Ouais. À votre avis, donc sur ces différents écosystèmes, quel est celui qui est le plus riche? Quel est celui où a lieu le plus de mutations, le plus de transformations, le plus de naissances? La bordure entre l'eau et le... Ouais, exactement. Alors j'ai plusieurs réponses pour ceux qui sont à distance. C'est dans la bordure, donc entre l'eau et la terre. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand on regarde l'évolution de l'homme. Donc le passage donc, du stade amphibie donc, au stade reptile puis mammifère, donc c'est fait sur ces zones de bordure. Les transformations, les transitions se font souvent sur ces bordures. Donc, une fois qu'on a conscience de ça, en termes d'intervention, quand on fait de la transformation et donc, du coup de la transition, l'idée c'est, alors une intention qui est d'essaimer progressivement, c'est de multiplier ces bordures. C'est de les identifier, de les cultiver, de les nourrir, ou voire même de les créer, de les développer. Pour moi, les bordures, si on revient donc à l'histoire de l'ECRA, en une quinzaine d'années, on a eu la chance de travailler avec plein de cabinets de conseil donc, différents. J'en ai mis plus de 3, mais j'aurais pu en mettre d'autres. À chaque fois, c'est des choses qui nous ont nourris. Alors, je suis responsable d'une équipe de coach interne.
Pourtant, je milite régulièrement pour avoir des accompagnements extérieurs. Parce qu'il y a des apports, des altérités qui ne se feront que s'il y a un regard nouveau, un discours nouveau au niveau de l'entreprise. Donc en faisant partie donc, du système, sinon on continue à alimenter la même chose. Le gros mot systémique, c'est homéostasie. Donc on cherche régulièrement à avoir ces personnes extérieures. Ce qu'on cherche à faire, donc moi je vais recevoir les gens de Thales encore la semaine prochaine, c'est avoir des benchmarks entre entreprises. On va recevoir des gens d'autres entreprises et on va aller dans d'autres entreprises. Et c'est ça qui va faire, ah ben tiens, ça c'est nouveau, ou des gens qui vont nous renvoyer quelque chose qu'on ne voyait plus. Quelque chose qui peut être positif, mais également des choses qui sont interrogeantes et qui sont à challenger chez nous. C'est des apports, des ateliers, des formations. Il y a des. C'était avant le confinement, on faisait beaucoup de BBL. Je faisais venir des praticiens. Par exemple, Clément, qui est dans la salle, était venu chez nous, donc le 13 et 14, pour faire un atelier. Et en contrepartie, moi ou les gens de mon équipe, on peut aller également dans d'autres entreprises. Ça permet d'avoir d'autres praticiens en face et d'avoir un autre regard, une autre écoute par rapport à certaines pratiques. Accueillir des événements inspirants. Alors, il y a des meet-up aussi. Je ne sais pas s'il y en a sur Niort. Vous avez des meet-up sur Niort? Non, bon, il y a pas mal de villes où il y a des meet-up qui cherchent des lieux. Alors, nous, on est un peu excentrés donc, par rapport à Bordeaux. Donc, si on faisait ça toutes les semaines, je pense que les gens ne viendraient pas. Mais de temps en temps, on essaie d'accueillir donc, en soirée ces événements. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans l'entreprise, parfois, elles vont rester donc, à 18h30 et de 18h30 à 20h30, elles vont découvrir une nouvelle pratique et des gens d'autres entreprises. Et ça donne envie donc, à moi de mettre en place certaines pratiques. Donc ça, c'est les bordures avec l'extérieur du système, mais au sein d'une entreprise, vous pouvez créer des bordures internes. Moi, j'en suis la preuve vivante. Moi, je suis issu de la R&D software. Moi, comme beaucoup de monde, je faisais du développement logiciel, j'étais manager d'équipe de développement et ainsi de suite. Mais on était très focalisé sur la partie R&D. À un moment, on a commencé à travailler avec le marketing produit, tout ce qui est partie product ownership. Parce que porosité, donc à travers les différentes équipes et les produits à développer. Ensuite, avec la DSI, donc il fallait héberger, il fallait vendre nos solutions. Donc avec la direction. Et donc à chaque fois, le périmètre d'intervention de notre équipe s'est élargi. Donc avec la DSI, on a eu des très beaux résultats. La directrice de la DSI étant au COMEX, le COMEX bloqué donc, sur le plan informatique. J'étais invité à animer une journée donc, au COMEX, à utiliser donc, des mécanismes donc, de facilitation, des principes agiles dans la construction de roadmap, etc., etc. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, on en arrive à toucher donc, l'ensemble de l'organisation. Tout ça en cultivant ces bordures. C'est les endroits où on travaille ensemble. Ça permet d'essaimer. On s'est beaucoup appuyé aussi sur la notion de développement de communautés, des communautés transverses ouvertes. Chaque année, on en lance certaines. J'avais une problématique en termes d'intelligence collective. Les gens en avaient marre des post-it. Ça fait 10 ans qu'on faisait des post-it, des Lego aussi. Donc à un moment, il fallait trouver autre chose. Et la facilitation graphique, on avait des gens, je ne sais pas si Irène est dans la salle. Donc Irène qui était chez nous avait proposé entre midi et 2 donc, de s'entraîner au sketchnoting. Et sketchnoting plus facilitation de groupe, facilitation donc, graphique, et on a fait naître cette communauté. Et aujourd'hui, c'est des gens qui injectent de l'intelligence collective un peu partout dans l'entreprise. Cette année, donc, on a lancé une communauté de speakers. Donc j'ai une dizaine donc, de personnes qui se lancent dans des talks techniques ou méthodos. Et également donc, utiliser les grands événements d'entreprise. On avait traditionnellement une convention donc, dans pas mal de groupes. Une fois par an, on se mettait dans le même auditorium, ou alors on changeait, on était dans un château, un théâtre, et puis c'était du slideware. On a changé ça il y a une quinzaine d'années, on mettait des vidéos, on théâtralisait, mais il y a un truc qui n'était pas complètement satisfaisant. Et on est arrivé donc à un modèle où finalement on a arrêté de payer donc, des locations et autres, on a un superbe site, et on a fait un genre de kermesse. C'est-à-dire, chaque équipe a présenté donc son activité et quelque chose de vivant et quelque chose où les gens se rencontrent et échangent. Et c'est le truc, c'est mémorable. C'est-à-dire 3 ans après, c'était avant le Covid, les gens ils s'en rappellent encore et ils nous en parlent tout le temps. Donc ça, et pourquoi je vous parle de ça? Parce que sur cet événement, il y a des bordures qui ont été créées de partout. Donc on a une usine, c'est-à-dire les gens du logiciel allaient voir l'usine alors qu'à la cantine ils se snobaient. Ils ont appris à se connaître, ils se sont rendus compte qu'ils avaient plein de points communs. Bordure, ressources.
Alors, ressources, c'est-à-dire donc vous êtes sur une phase d'observation, vous avez repéré les bordures, vous les cultivez. Là, l'idée, c'est de lister les ressources que vous avez au niveau de votre système. Quelles sont les forces qui sont présentes, et également les besoins. Parce que si vous ne nourrissez pas les besoins donc, des personnes, faut pas se voiler la face. Hein. Elles n'ont aucune raison, elles sont intelligentes, elles n'ont aucune raison d'adhérer donc, à votre projet. Donc c'est vraiment de lister les ressources qui sont déjà présentes et les besoins, internes et externes. Vous pouvez faire la transformation de votre organisation. Votre organisation, elle a un sens, elle a un objectif. Elle est là très certainement pour produire la valeur à l'extérieur du système. Donc pensez bien à identifier les besoins et les ressources externes également. Ressources externes, ça pourra vous nourrir, et les besoins, il va falloir les servir. Sans ça, vous allez avoir une régulation. Alors comment on fait ça? Bon, des choses classiques hein, en termes de SWOT. Qui ne connaît pas SWOT dans la salle? Bon, quelques-uns. Ouais, c'est un mécanisme juste d'analyse. Donc c'est les forces et les faiblesses donc en présence, et c'est les opportunités et les menaces. C'est une petite prise de recul, c'est une analyse que l'on fait. Et je vous ai parlé de la convention, mais là je vous ai mis un exemple de ce que j'avais utilisé à l'époque. C'est un des plus gros bits de ma carrière. C'est parti d'un bit de ma carrière. Ce qui s'est passé, c'est que chaque année, en tant que coach, des fois, on est tagué, identifié comme gentil organisateur. Les coachs, c'est créatif, les coachs, ça fait travailler les gens ensemble, donc on se retrouvait au début souvent sur scène, avec le temps de moins en moins. Mais, et donc du coup, à travailler sur la préparation, à coordonner donc, les personnes. Et il y a un peu plus de 4 ans de ça, convention, comme tous les ans. Donc, ok, on voit avec les équipes qu'est-ce qu'elles veulent faire, pas beaucoup d'énergie, donc on revient à quelque chose de beaucoup plus classique que l'on avait. Alors ouais, des petites vidéos, des choses un peu sympas, mais l'énergie n'était pas là. Et on le ressent, mais je ne l'ai pas posé sur la table. Et 3 semaines avant, dernière réunion de préparation, et là je vois que l'énergie n'est pas du tout. Et je pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vous voulez arrêter? Et c'est ok. Et là, les gens me disent, non, il vaut mieux annuler. Donc là, je suis retourné voir donc, la direction en disant, on annule. J'ai pris une des plus belles fessées de ma vie. Mais alors virtuelle, hein. Je ne peux pas la fesser donc, dans l'entreprise. Mais donc derrière, il s'était passé quelque chose. Donc, par rapport à ce que je vous décris, je pense qu'il n'y avait pas eu d'écoute. Donc des besoins, les ressources n'avaient pas forcément été listées. Donc on a recommencé à zéro. Et de cette analyse qu'on a construite donc, ensemble, bon, là vous avez juste des supports qui avaient été utilisés, on avait défini 3 axes, on avait identifié également les différents personnages qu'on avait. Ce qui s'était joué donc, en filigrane, c'était le fait que l'événement il était construit pour notre direction, c'est-à-dire pour 3 personnes. Et finalement, en dépolluant, on a dit ok, donc là, pour le cercle de managers, pour notre direction ou pour les équipes. Et finalement, on se rend compte que c'était différent. Et après, c'était qui le plus important? Est-ce que c'était les managers ou est-ce que c'était la direction? Non, c'était les équipes. Et là, on a shifté, on a travaillé avec les équipes et on est arrivé à ce format-là. Mais ça a été rendu possible parce qu'on a listé les besoins et les ressources de toutes les populations. Derrière le E, c'est pour évaluation, niche. Donc dans le modèle, à chacun sa niche et sa place. Là, l'idée, c'est d'être à l'écoute de ce que chacun veut faire. C'est que chacun puisse s'exprimer sur ce qu'il préfère faire, sur ce qu'il aimerait développer. Donc quand vous construisez une organisation, prenez le temps de demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. J'en ai accompagné un paquet de transformations, j'en ai même eu encore récemment, où le manager pense qu'un tel veut faire ça, et quand il lui présente, parce que c'est évident, il ne lui demande pas, et la personne en face lui dit « non mais j'aurais voulu plutôt être là ». Sauf que l'autre, il a calé son organisation, et donc derrière, il passe complètement à côté. Alors que ça aurait été relativement simple de lui demander avant, il aurait pu aménager sa copie. Donc c'est une invitation à la fois à demander aux personnes où elles seraient bien, et également de construire avec eux. Comment on a fait ça? C'est passé par la formation de nos managers. Donc on a investi il y a 7-8 ans sur tout ce qui est le socle management 3.0 et là on continue encore. On forme tous nos nouveaux managers.
leur connaissance de soi, mais également tout ce qui est mécanisme d'intelligence collective et à certaines pratiques. Alors, management 3.0, ça peut être d'autres choses, hein. C'est des outils autour de la délégation, autour de l'intelligence collective, autour d'être à l'écoute des personnes pour les faire grandir. Et notre équipe de coach, notre entreprise a investi, donc on est 2500, on est 4 coachs à plein temps. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises de cette taille qui ont 4 coachs à plein temps. Il y en a, hein, mais... Le E, c'est pour évaluation, rêve et remue-ménage, c'est co-construire une vision commune, c'est collaborer une trajectoire pour mettre en œuvre cette vision. Si vous voulez qu'un groupe se mette en mouvement, c'est un deuxième truc important. Je triche. Pour qu'un collectif se mette en mouvement, il a besoin de savoir où il va. Donc, c'est ce qu'on appelle une vision, c'est rendre tangible l'avenir. Et l'invitation, c'est de le construire avec les équipes. C'est la spécificité qu'on va retrouver au niveau de la permaculture humaine. On va échanger sur un état désiré. Ok, on veut changer l'organisation, à quoi ça va ressembler, quels vont être les bénéfices, tout ça, ça va alimenter une vision. Donc on fait plein d'exercices différents, on utilise du solution focus, ça va être le futur idéal. Là vous avez un exemple de poster, c'est un exercice recyclé. C'est le speedboat qui peut être utilisé en rétrospective. Nous on s'en sert pour faire un travail d'alimentation de la vision. Donc, vous avez la destination, mais tous les autres éléments sont constitutifs de venir alimenter la vision. Et après, on peut définir une trajectoire ensemble. C'est construit en collectif. Le D, c'est pour design. Donc, s'assurer la viabilité du plan, séquencer le plan d'action en petits pas. Donc, on a une vision. L'idée, c'est de voir comment on va rejoindre cette vision, quels sont les incréments que l'on va avoir. Donc, comment on bâtit ce design, c'est-à-dire la façon de faire. Il y a une pratique, donc on a travaillé avec Octo il y a 6-7 ans, peut-être même un peu plus maintenant, et il y avait un format qui s'appelait le jazz copy, donc le cadrage 360. Au début d'un projet, donc on va balayer tout un ensemble d'items. On va avoir les enjeux pour l'équipe, pour le projet à réaliser, on va prendre du recul sur l'écosystème qui rentre en jeu, c'est-à-dire nos clients, quels sont les différents services qui vont intervenir. On va parler d'architecture, de vision, on va bâtir ensemble une roadmap, on va se mettre d'accord sur les rôles et processus, les risques et les contre-mesures, les critères de succès, et on va se mettre d'accord sur l'organisation et les processus. Et tout ça, on essaie de le faire à chaque début de projet ou à chaque lancement d'équipe et avec l'ensemble des parties prenantes. Et ça rassure les gens, ça crée un climat de confiance et ils peuvent s'engager plus facilement. Le I, c'est pour installation. On est utilisateur du management visuel depuis une quinzaine d'années. On est fan, on a beaucoup utilisé le concept d'Obeya. Est-ce qu'il y en a qui savent? Qu'est-ce que ça veut dire Obeya en japonais? Une grande salle. C'est une grande salle, c'est une salle de pilotage. Donc ça nous servait sur nos plus gros projets qui faisaient intervenir plusieurs équipes agiles à faire un travail de synchronisation mais à travers du management visuel. Donc le management visuel, c'est ça qui va vous permettre d'installer, de rendre visibles les choses et de le piloter. Le M, donc la dernière, c'est pour maintenance. Donc vous avez un écosystème, une organisation, et là aussi c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on trouve dans les organisations. J'y suis encore confronté. Donc là on a fait beaucoup de croissance externe. On a racheté d'autres entreprises et là j'ai un manager américain, donc on est en train de plancher sur une nouvelle organisation de travail et il est dans un mode de pensée où il construit une organisation pour 3 ou 4 ans. En permaculture humaine, oui, on a construit une organisation, mais régulièrement on va s'autoriser à la repenser. Je reprends mon analogie de la permaculture agricole. Si je plante des graines à un endroit que ça ne pousse pas, en permaculture, on va arrêter de planter les graines à cet endroit. On va planter autre chose, on va amener les graines à un autre endroit. Là où si on s'acharne, on va nourrir le terrain, on va arroser. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment de s'autoriser du coup à changer l'organisation peut-être beaucoup plus facilement que l'on ferait classiquement. Donc ça passe par des rétrospectives, donc on fait des petites, des grandes. Là, vous avez un exemple de rétrospective, on avait plus d'une centaine de personnes. Rétrospective à tous les étages, c'est-à-dire également côté direction, et on essaie de cultiver également la partie célébration. Donc designer une transition agile, donc c'est le O, c'est prendre le temps d'observer le système et déceler ce qui émerge. Le B, identifier, s'appuyer sur les bordures
existantes du système. Le R, c'est pour recenser les ressources, les facteurs limitants et les besoins donc des personnes, de l'organisation et l'environnement proche. N'oubliez pas l'environnement. E, évaluer les envies et les aspirations de chacun et faire émerger celles du groupe. Le D, c'est pour designer, donc un plan qui soit réaliste. On a une vision, l'idée c'est de la rendre tangible, réaliste. Toujours en mobilisant l'intelligence collective. Le I, c'est soutenir l'installation à travers la mise en œuvre de rituels et de management visuel. Et le M, c'est maintenir le système en mettant en œuvre des boucles donc de feedback et surtout en s'autorisant à changer l'organisation et la façon de fonctionner. Voilà, je finis par une invitation. Donc l'invitation que j'aimerais vous faire, c'est, et comme toute invitation, vous êtes libre de l'accepter ou pas. Donc vous allez retourner très certainement donc, dans votre environnement de travail. Alors ça sera pour certains demain, pour les autres ça sera lundi. L'invitation, ça serait renoncer aux transformations. Aux transformations au sens à essayer de coller donc, des outils, de coller des méthodes, sans avoir ce temps d'écoute et d'adaptation. En prenant le temps, il y a un truc qui me fait froid dans le dos, c'est quand je vois des plans de transformation donc avec des choses qui sont très phasées ou mois par mois. Donc, OK, mois 1, on bascule l'équipe en mode agile. Mois 2, ça va être l'équipe d'à côté. Mois 3, ça ne marche pas comme ça. C'est un processus qui est itératif, qui est durable. Et même là, je suis dans la même boîte depuis 15 ans. Dans certaines équipes, on pourrait juger, vu l'extérieur, qu'on a des pratiques donc, agiles qui ont régressé par rapport à là où on était il y a 10 ans. Et d'autres, ça va être le contraire. Donc, rien n'est acquis. C'est un système vivant, ça bouge. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui ont grandi. Et ça nécessite d'adapter donc, le cadre de travail. Donc voilà, prendre le temps et co-construire. Faire avec les gens. Et avec les gens, ce n'est pas que les managers. Donc des transitions agiles plus durables. Voilà, pour aller plus loin, donc je vous ai mis des références bibliographiques. S'il y en a une, voilà, c'est celle-là. Les autres, c'est des choses dont je me suis inspiré. Je n'ai pas tout mis. Il y a plein de choses. Vous ne voyez pas forcément. J'ai pris des exemples sur 7 ou 8 ans. Voilà. Et il me reste à vous remercier, vous, public, et tout un ensemble de gens, donc l'équipe d'organisation, les gens qui ont écrit le Bernard Alonso et Cécile Guillochon, les équipes ECRA, mon équipe, la communauté des colibris, les auteurs des photos, toutes les communautés, les étudiants que j'ai et ma formidable famille. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez déménager en bord de plage, on recrute. Voilà. Et maintenant, s'il nous reste 2 ou 3 minutes, je prends vos questions. Alors, micro. Pour qui la première question? Oui, nous avons une gagnante et on en a une deuxième devant. Tu as gagné un café à la cafétéria. Alors, je reviens sur le tout début de votre intervention. Vous avez évoqué le fait que déployer SAFe, ça va appauvrir une organisation assez vite. Est-ce que vous pourriez développer ce constat-là? Qu'est-ce qu'il y a dans SAFe qui induit cet appauvrissement? C'est si on le déploie sans être à l'écoute de l'écosystème. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas le déployer donc, de la même façon sur 2 environnements. Ce qui est primordial pour moi, c'est la phase avant l'implémentation de SAFe. C'est faire une phase donc, de diagnostic, de voir qu'est-ce qui peut être mis, à quel rythme le mettre. Pour moi, ce qui est contre-productif, c'est d'arriver sur une organisation et de dire du jour au lendemain, tu vas basculer toutes tes équipes. Certaines équipes vont avoir peut-être besoin de plus de temps. Donc il y a un travail à faire, il y a un rythme à avoir. C'est décréter sans avoir vu les équipes que ta transformation elle va prendre 3 ou 6 mois, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien tant que tu n'es pas allé au contact des équipes, tant que tu ne sais pas d'où tu pars. Des fois, ça va se faire très naturellement, parce qu'il y a tout un ensemble de traits d'une culture agile qui sont déjà là. Parce qu'il y a un besoin qui est là, un besoin de passer à l'échelle. Moi, j'ai vu des structures où les gens veulent faire du SAFe. Il n'y a pas besoin de faire du SAFe dans le sens où tu as une architecture qui va être modulaire, où tu as une indépendance, et chaque équipe restant sur une implémentation donc, de type Scrum classique, simple, tu n'as pas besoin des rôles de coordination que propose SAFe. Donc, alors, je pense que la plupart des gens qui aujourd'hui font de la transformation le font de façon intelligente. Mais parfois, tu as des pressions donc de décideurs ou de l'environnement qui font qu'on veut aller vite et qu'on veut aller de la même façon. Donc, hop, si je remonte. Donc, mon invitation, c'est
j'avais mis un petit panneau avec un astérix, je vais le remettre. Hop, hop. Prochainement, vos frameworks agiles, lorsqu'il est appliqué de façon bête et ou méchante. Bête, c'est-à-dire, ce que je mets derrière la notion de bête, c'est sans tenir compte de l'environnement, et méchante, c'est pour servir les intérêts d'une seule population. Par exemple, je caricature, c'est avoir une direction qui a tous les indicateurs du pilotage qui va bien. Moi, je pense que toute méthode peut être implémentée de façon intelligente, que ce soit Safe, Scrum ou quelque chose d'inventé. Par contre, ça nécessite d'être au clair avec l'intention que tu as, de nourrir les besoins de tout le monde. Il y a une phase qui était de collecter les besoins et les ressources. Voilà. C'est cette phase-là qui est essentielle pour moi à faire. Être à l'écoute du système, de voir quels sont les besoins des différents acteurs et quelles sont les ressources en présence, internes et externes. Si tu fais ça, après tu peux faire du safe ou ce que tu veux, pour que tu respectes le temps par rapport à ça, le temps nécessaire parfois à certains changements. Un changement d'organisation, c'est comme un deuil en termes de processus psychologique. Donc ça peut prendre du temps, il y a des modèles autour de ça, le modèle de Kubler-Ross ou autre, mais il y a une nécessité à prendre un temps, et le temps n'est pas le même pour les organisations, le temps n'est pas le même pour chaque équipe de l'organisation, et le temps n'est pas le même pour chaque personne au sein de l'équipe. Voilà. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est un certain nombre de convictions que j'ai. Ça répond à ta question? Non. Merci beaucoup déjà pour ce super boulot. C'était vachement bien. Vraiment merci. Et justement, si au niveau COMEX, direction, tout ça, ils ont besoin d'indicateurs, etc., est-ce que tu as au moins un conseil en fait, pour aborder ces questions-là de façon intelligente avec eux? Mais, pour moi, c'est leur donner. Parce que s'ils ont un besoin, le besoin il est légitime. Mais par contre, il ne faut pas que ça se fasse au détriment des autres populations. Mais quelque part, sur la convention, c'est le travail que j'avais fait avec eux. C'est-à-dire déjà de mettre en visibilité, parce que souvent, ils n'ont pas cette conscience-là. Ils n'ont pas conscience que les équipes ont des besoins. C'est juste avoir ce travail de collecte. Alors, ça peut passer par une mise en relation, ou alors ça peut être déjà en tant qu'accompagnant. Rien que proposer cette grille, c'est de dire, voilà, il peut y avoir des populations qui ont des besoins différents. Rien que le fait de le poser et de le collecter, c'est rare d'avoir des personnes qui sont centrées que sur leurs besoins. Les équipes de direction, leur objectif, c'est que la boîte, elle réussisse. Donc, si elle voit qu'il y a des besoins et que ces besoins peuvent être nourris, c'est toute une question d'équilibre. C'est un écosystème, donc il y a un équilibre à avoir, à construire. La difficulté, c'est que c'est une transformation, c'est une transition, donc on change d'équilibre. Et comme souvent, quand il y a un changement d'écosystème, parfois ça s'emballe. Mécanisme de désertification ou autre. Et là, l'idée, c'est de ne pas aller justement vers une désertification. C'est voir comment de ce changement d'organisation, on peut faire quelque chose de plus riche à l'arrivée. Parce qu'en fait, ça serait réussir à travailler en bordure avec eux, je me dis. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est créer des bordures entre management et équipe ou middle management. Okay. Merci. Oui. Qu'est-ce que ça change en tout cas dans la manière d'appréhender aussi le client dans tout ce monde qui bouge, d'être moins centré sur l'entreprise? Voilà. Alors, je dirais qu'il y a tout un ensemble de pratiques qui sont déjà présentes qui, pour moi, se rattachent à ça. Tout ce qui est démarche UX, CX, on est vraiment sur cette phase d'observation et d'écoute active. C'est-à-dire, on va challenger le besoin du client plutôt que de prendre. D'ailleurs, le client, 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, il n'exprime pas un besoin, il exprime une solution. Et c'est tout le propos d'une démarche UX ou CX, c'est de prendre du recul et d'essayer de revenir à un besoin. Et voilà, c'est ça que je mettrais derrière. Et pour moi, et c'est peut-être parce qu'il y a ce rapport commercial et ce rapport de force, je dirais que dans ce domaine-là, globalement en termes de pratique, on est plutôt en avance, et en tout cas on a pas mal d'outillage. Ou même en termes de mindset, c'est quelque chose qui est passé dans les mœurs. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne frotte pas entre département UX et équipe de développement agile, mais en tout cas, voilà, les concepts, aujourd'hui, il n'y a personne qui dit que c'est débile de ne pas écouter les clients, ou que c'est de la perte de temps. Des fois, on ne prend pas le temps
Il n'y a personne qui, de prime abord, en tout cas plus grand monde, qui vous dira que ça ne sert à rien. Donc sur cette phase-là, par rapport aux clients, je pense qu'on est plutôt pas mal. Par rapport aux collaborateurs, je pense qu'il y a des axes de progrès encore. C'est le employee first. Il y a eu tout un... J'ai gagné quelque chose à emporter. Est-ce que ça répondait à ta question? Non. Et donc la dernière question. Merci Jérôme. Du coup, aujourd'hui chez Electra, ouais. Tu arrives à accompagner autant les équipes soft que les équipes qui sont industrielles et qui produisent les machines, etc. Et sinon, quelle est la différence en fait dans l'approche? Alors je dirais aussi peu, parce qu'on n'est que 4. Donc, mais oui, aujourd'hui on essaie de servir effectivement donc, les équipes différentes. Contraint et forcé. Parce qu'on a une mutation. Pourquoi il y a une équipe de coach? C'est parce qu'il y a une pression de l'environnement. On a changé notre business model donc il y a 7-8 ans. C'est l'époque où on a pu constituer cette équipe. Le rôle est existant, mais il n'y avait pas d'équipe. Pourquoi? Parce qu'on a combiné à la fois donc, nos logiciels et nos machines pour faire des offres uniques et on a changé le mode de commercialisation. On est passé de systèmes de vente classiques à des systèmes, donc on va faire du SaaS. Donc on se retrouve avec des équipes donc qui travaillent ensemble, logiciels et machines. Et oui, c'est des cultures différentes et c'est des spécificités différentes. Donc tu pars pas, là c'est typiquement en termes de transformation, tu pars pas du même endroit. Donc là j'ai des équipes, celles qui vont s'appuyer sur la data, qui vont produire des microservices et autres. Culturellement, on a commencé il y a 15 ans. Certains étaient dans mes équipes à l'époque, il y a un nom d'enjeu. Quand il faut faire évoluer l'organisation, les gens suivent. Par contre, donc, au niveau machine, on a d'autres contraintes aussi. L'environnement n'est pas le même. Quand on conçoit une machine, en termes d'approvisionnement, il y a des cartes qui viennent d'Asie. Il faut qu'on les commande 1 an à l'avance, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a un système à co-construire avec les équipes. Et c'est là où si on avait calqué uniquement des pratiques issues donc, du monde du hardware, donc on a aussi une culture lean. Il y a plein de pratiques lean qu'on a mis en place côté usine et côté conception donc, de machines il y a une quinzaine d'années, où on mettait en place que du soft, ça ne marcherait pas. On a été obligé de construire quelque chose et d'itérer. Parce que les machines logiciels embarqués ou de gestion, tels qu'on les avait il y a 5 ans, ce n'est pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui qui vont exploiter la data. Donc on change constamment notre façon de travailler. Et c'est peut-être, c'est sans surprise, c'est là où c'est le plus complexe et c'est là où il nous faut faire le plus d'itération, le plus d'apprentissage. Donc ça n'est pas un long fleuve tranquille. Donc je n'ai pas de recette magique à te donner. Merci à vous tous.